Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de ce journal, deuxième vague de soutenance à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Licence pour certains et master pour d'autres, les étudiants de l'ESAE ont planché avec brio ce vendredi 23 juin 2023. On fait le point dans cette édition. Le gouvernement béninois a fixé les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres de cette semaine. L'objectif est d'assurer un accès légal à la santé pour tous les citoyens. Des précisions dans ce journal. La première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a pris fin après 4 mois d'examen de dossier. Le président de l'institution et ses conseillers ont fait le point. On en parle dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un an. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Une autre vague des étudiants en fin de formation en licence comme en master à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont soutenu leur mémoire de fin de formation ce vendredi 23 juin 2023. Témoin de ces soutenances, Colomboso nous fait le point. Deuxième vague des soutenances à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ils sont au total 6 étudiants issus de différentes filières qui ont planché ce vendredi 23 juin 2023 pour soutenir le mémoire de fin de formation en licence et en master. En ce qui concerne le plan social, l'expropriation a entraîné des conséquences importantes pour les communautés locales. Les propriétaires fonciers peuvent perdre leurs propres moyens de subsistance et confrontés à des difficultés pour se reloger, trouver de nouvelles sources de revenus. Le thème porte sur contribution à la mise en œuvre efficace des procédures simplifiées de passation des marchés publics au CNH, cas de la DLP. Les marchés publics constituent un baromètre pertinent pour mesurer le degré d'engagement des pouvoirs publics en matière de loi gouvernance. Le thème de notre mémoire est intitulé « Analyse de l'efficacité des projets de plaidoyer de l'ABPF ». Et dans le cadre de ce projet, il était question d'analyser les facteurs, les déterminants internes et externes qui influencent l'efficacité des projets de plaidoyer de l'ABPF. Ça a été un réel plaisir de travailler sur cette thématique particulièrement. Mon thème de mémoire est intitulé « Impact de la réforme des factures normalisées sur les recettes fiscales de la Direction générale des impôts, cas de la TVA ». Il faut dire que la réforme sur les factures normalisées, c'est une réforme majeure de la Direction générale des impôts, une réforme qui a d'ailleurs pris corps à travers le Conseil des ministres de septembre 2017. C'est une réforme qui vient à point nommé, qui est la bienvenue parce que ça apporte plus de ressources à la caisse de l'État. Avec ces ressources supplémentaires, l'État pourra faire, réaliser plus de biens sociaux, d'infrastructures sociales pour la population de façon générale. Pendant plus d'une demi-heure, chaque impétrant a défendu ses travaux de recherche devant les membres du jury qui ont fait des apports et suggestions avant de valider les mémoires avec des mentions variées.
lors de la mention assez bien. Le jury a délibéré sur votre mémoire, a apprécié la manière dont vous avez été informé. Donc, par rapport à ça, lors de la mention très bien. On sent que vous avez traité le sujet en professionnel. Vous avez donné la mention très bien. Les impétrants louent les critiques des membres du jury et repartent avec des sentiments partagés. Les apports des membres du jury étaient fondamentalement basés sur la forme et un certain nombre d'éléments à revoir dans le document. Et pendant que cela se faisait, c'est vrai que la pression est très haute en ce moment parce que tu ne sais pas nécessairement le sort qui te sera réservé. Et après, tu ne connais pas quel est l'état d'âme aussi des membres du jury. Donc il y a un stress, mais après il faut gérer quand même le stress. Voilà. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je crois qu'avec les observations qu'ils ont eu à faire, leur contribution, je crois que ça permet d'améliorer le travail que j'ai essayé de faire. C'est le lieu de les remercier parce qu'ils sont plus sachants que moi. Ils maîtrisent le sujet. Grâce à leur contribution, je crois que le travail sera amélioré pour l'efficacité dans le recouvrement des recettes fiscales. Oui, j'étais très content de la mention, même si j'aurais espéré mieux, mais après je suis quand même heureux d'avoir passé cette étape. Après la délibération, je me suis senti, comme le disent les Anglais, released. Je me suis senti délivré en fait, quoi. Voilà. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. On va se concentrer pour intégrer les recommandations et les orientations des membres du jury et pas faire le document. Je me sens dégourdi parce qu'il faut dire avant de plancher. J'étais un peu stressé. Je remercie Dieu pour que cela se soit bien passé. Il ne reste que les observations du jury soient prises en compte pour parfaire les documents. Les retardataires pourront avoir une autre chance dans les plus brefs délais. Plus de 77 000 candidats ont composé cette semaine pour l'examen du baccalauréat session de juin 2023. Pour le lancement officiel des épreuves écrites, les ministres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire ont choisi le complexe scolaire Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi. Le point du lancement officiel avec une équipe de la rédaction de ESAE TV. Est-ce que c'est ouvert? Voilà. Passer à quelqu'un d'autre. 77 563 candidats répartis dans 136 centres composent les épreuves écrites du baccalauréat à compter de ce lundi du 9 juin 2023. Éléonore Yaï-Ladikan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Yves Chabi-Kouaro, son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ont donné le top départ depuis le CPS Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi. Si nous sommes venus, c'est parce que le centre concentre les séries F. Et lorsque nous avons regardé ces séries F1, F2, F3, F4 sont en augmentation. Et c'est ce que le gouvernement met en place dans ces réformes pour que tout ce qui est technique professionnelle puisse vraiment se renforcer dans nos systèmes éducatifs. Par rapport à l'année dernière, les chiffres ont connu un léger accroissement de 0,9% avec une évolution remarquable des statistiques des filières techniques. Au niveau de l'enseignement général, nous avons connu une diminution des séries littéraires A1, A2 au profit de la série D. Et au niveau de l'enseignement technique, nous avons une augmentation. Alors là, une grande augmentation des séries techniques. Et nous pensons que cette augmentation témoigne également les fruits des réformes gouvernementales au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Ces chiffres s'expliquent par la mise en œuvre d'une stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Nous avons effectivement constaté qu'il y a une augmentation sensible de l'effectif des filles candidates. Nous avons également constaté qu'au niveau des séries techniques, il y a également une relative augmentation. Ces deux indicateurs qui sont très parlants. D'abord, vous savez, toutes les mesures que le gouvernement a prises pour encourager non seulement l'éducation des filles, mais surtout le maintien.
jusqu'en classe de terminale au moins. Vous constatez avec nous que ces mesures donnent leurs fruits. La phase écrite va s'achever le mercredi prochain, mais déjà, l'Office du bac va prendre les dispositions pour l'effectivité de la première délibération le 12 juillet 2023. Nous allons avoir déjà à partir de demain l'étape du secrétariat qui prépare les copies aux différents correcteurs. Et la correction proprement dite commencera le 3 juillet prochain. Ainsi, puisque nous avons déjà mobilisé les acteurs qui sont engagés et qui savent que le niveau de responsabilité est élevé, nous aurons véritablement la délibération, la première délibération le 12 juillet prochain. À ce lancement officiel, les autorités politico-administratives de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique ont assisté les deux ministres. Le nouveau président en exercice de l'UEMOA, Mohamed Bazoum, a dévoilé sa feuille de route à l'occasion du Conseil des ministres de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Ceci dans le cadre de l'intégration économique sous-régionale. Les points importants de ce sujet avec la télévision nationale. C'est depuis le 5 décembre 2022, au cours du 23e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, que Mohamed Bazoum est porté à la tête de l'UEMOA. Le voici, 6 mois après, fier de la santé économique des États membres, malgré les nombreux chocs. En dépit des chocs multiples auxquels sont confrontées nos économies du fait d'une conjoncture internationale défavorable, la zone UEMOA continue de faire preuve d'une résilience remarquable. En témoigne le taux de croissance de 6,1% en 2021, qui s'est maintenu à 5,9% en 2022, et les perspectives économiques très favorables à moyen et long terme. Au cœur de ces actions prioritaires à la tête de l'organisation, le développement des infrastructures performantes de transport et de transit. Le lien entre infrastructures routières et développement économique n'est plus à démontrer. Aussi, tout en poursuivant l'objectif de l'élargissement soutenu du réseau routier au sein de notre Union, nous devons préserver notre patrimoine routier acquis à grands frais. Pour 2023, 4 réformes majeures sont annoncées. Premièrement, la poursuite de la réforme sur l'adoption de la monnaie unique de la CEDEAO, dont des avancées notables ont déjà été enregistrées. Deuxièmement, la ratification par tous les États de la communauté de l'accord de coopération monétaire entre le gouvernement des États membres de l'UEMOA et le gouvernement de la République française au cours de l'année 2019, afin d'en assurer une mise en œuvre effective. Troisièmement, l'amélioration de la gouvernance de la Cour des comptes. Quatrièmement, l'amélioration de la revue des réformes, programmes et projets communautaires à l'issue de son évaluation. Avant le chef de l'État nigérien, c'est le président Patrice Talon qui était désigné par ses pairs en mars 2022 pour diriger l'institution. Mais pour lui, il était difficile d'avoir un président de l'UEMOA qui soit d'un pays A et un président du Conseil des ministres, ministre des Finances d'un pays C. Conséquence, son mandat, placé sous le signe d'une volonté de réforme, n'aura pas lieu. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a effectué une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire ce mercredi 21 juin 2023. Avec son homologue Alassane Ouattara, les deux présidents ont échangé sur les processus électoraux en Afrique. Suivons ensemble. J'ai le plaisir et le grand honneur d'avoir le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, si je me permets, mon jeune frère, qui est venu nous voir pour une visite de travail et d'amitié. Président, merci de nous honorer et de passer un peu de temps avec nous. Je vous laisse la parole. C'est toujours avec bonheur et honneur que je viens ici en Côte d'Ivoire. Et cette occasion m'offre à nouveau ce plaisir et cet honneur, d'autant que nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation. Donc, venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région
les diverses élections que nos pays abordent ces temps-ci, ainsi que la question de financement, du développement. Nous avons un sommet à Paris à partir de demain. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique, l'UMOA. Donc, et évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables rondes et le sommet de demain après-demain. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour moi pour venir prendre la bénédiction, pour venir échanger avec le grand frère. Merci beaucoup. Et venir goûter à l'hospitalité ivoirienne. Merci beaucoup, grand frère. Merci à nouveau. Merci. Cette édition se poursuit. Le gouvernement béninois a tenu sa session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 21 juin 2023. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République Patrice Talon, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de presse du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongweji. Ainsi, en point 1, nous avons l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décrets d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Il s'agit des décrets portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il s'agit aussi des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Au terme de ces différents décrets, les mesures sociales au profit des personnes en situation de handicap concernent, de façon non exhaustive, les facilités d'accès et la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la priorité à l'embarquement et au débarquement dans les transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toute société de transport. Une réduction de 10%, non exclusive des autres réductions de type commercial, sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics, ainsi que sur les frais de transport ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national des sociétés de transport public. Les conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Il s'agit plus précisément de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. Sur ce point en particulier, il est à souligner que les critères de candidature excluant les personnes handicapées lors des concours et tests de recrutement aux emplois publics et privés sont proscrits. Toutefois, le recrutement dans les emplois ou les corps de métiers spécifiques nécessitant des aptitudes physiques et des facultés sensorielles particulières avérées y déroge. Par ailleurs, l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. Il appuie aussi toute entreprise individuelle créée par des personnes handicapées, les coopératives de production et les petites et moyennes entreprises regroupant exclusivement des personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes mesures. De façon spécifique, les entreprises créées par les personnes ainsi ciblées
sont exonérés des frais et taxes liés à la formalisation, de même que l'entreprise créée par une personne handicapée bénéficie d'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Comme autre mesure contenue dans ces tests, il y a lieu de retenir que tout établissement d'éducation et de formation des personnes handicapées bénéficie du suivi technique et pédagogique des ministères en charge de l'enseignement et des affaires sociales. L'État accorde une subvention annuelle aux établissements privés d'éducation et de formation des personnes handicapées pour soutenir leur fonctionnement, l'acquisition de matériel didactique et informatique adapté, ainsi que le développement d'initiatives et d'approches pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des apprenants. Les candidats handicapés scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive adaptée. L'autorité administrative compétente chargée de l'attribution de bourses, de secours, de logements et autres œuvres sociales en milieu scolaire et universitaire tient compte de la nature du handicap ainsi que des difficultés liées à la déficience en cause pour définir les critères spécifiques d'attribution des appuis sociaux aux apprenants handicapés. Une majoration de 5 ans d'âge est appliquée aux personnes handicapées sur l'âge requis pour toute inscription ou attribution d'appui tels que les bourses et secours en milieu scolaire et universitaire. Une aide financière annuelle est octroyée aux étudiants porteurs d'un handicap ne bénéficiant ni de bourse ni d'aide universitaire. Tout moyen de transport à l'état neuf, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane, aussi bien à l'importation qu'à l'achat. Sont concernés les véhicules de transport en commun adaptés et aménagés, tricycles motorisés adaptés et aménagés, véhicules de particuliers adaptés et aménagés, tous autres moyens de transport spécialisés, tous matériaux, intrants mécaniques et électroniques destinés à la fabrication de moyens de transport, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Tout appareillage destiné à l'usage des personnes handicapées est exonéré de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Ce sont notamment les appareils orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, orthèses, cannes blanches ou anglaises, tous autres appareils nécessaires aux soins prescrits aux personnes handicapées. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de ces décrets. En point 2, modalité de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. L'État béninois a consacré, à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, l'égal accès à la santé pour tous ses citoyens. Dans cette logique, une stratégie intégrée et inclusive d'extension de la protection sociale a été adoptée en vue d'atteindre cet objectif. Cela s'est traduit par la mise en place du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Toutefois, l'adhésion volontaire à une assurance maladie ne peut, à elle seule, permettre d'y parvenir. Aussi, le gouvernement a-t-il sollicité de l'Assemblée nationale le vote de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 relative à la protection de la santé des personnes, laquelle rend obligatoire l'assurance maladie pour toutes les personnes résidentes au Bénin. Le présent décret vient donc préciser les modalités d'implémentation de cette exigence de la loi. À cet effet, il est prescrit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge, partiellement ou totalement, les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge.
les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les pauvres extrêmes et non extrêmes. Il est à préciser que l'assurance maladie n'est souscrite par l'État pour ses cibles qu'en l'absence d'une couverture par une police prenant en charge le panier de soins tel que défini. Quant aux employeurs du secteur privé et aux organismes publics commerciaux, ils souscrivent obligatoirement une police d'assurance maladie intégrant au minimum le paquet de soins de base pour leurs salariés, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé, pour leur part, souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Il leur est offert la possibilité de se faire prélever la prime d'assurance à la Caisse nationale de sécurité sociale. S'agissant des acteurs des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte, ils souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints, ainsi que pour les enfants à leur charge. Il convient de préciser que les employeurs relevant aussi bien du secteur public que privé assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. En ce qui concerne l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. Dans tous les cas, les affections ci-après sont contenues dans le panier de soins de base. Traumatisme des membres thoraciques, traumatisme des membres pelviens, traumatisme crânien, fistule obstétricale simple et complexe, infection respiratoire aiguë, haute et basse chez les enfants, infection urinaire de l'enfant, sepsis chez les enfants de moins de 5 ans, infection cutanée bactérienne chez les enfants de moins de 5 ans, paludisme, diarrhée, infection de l'adulte prise en charge médicalement. Sont également prises en compte les prestations suivantes. Consultation de médecine générale, accouchement naturel ou assisté, césarienne, prise en charge de l'hémorragie au cours du 3e trimestre de la grossesse et de l'hémorragie du postpartum, hospitalisation pour les pathologies du panier de soins de base, examen de laboratoire pour les pathologies du panier de soins de base, chirurgie traumatologique pour les affections du panier de soins de base, drainage d'un abcès superficiel, soins d'urgence, soins de réanimation, extraction des corps étrangers chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que la chirurgie relative à l'appendicectomie, la cure de hernie, la cure de péritonite, la levée d'une rétention d'urine, l'occlusion intestinale, la prise en charge des brûlures. Le coût du transport médicalisé dans le cadre d'une référence est également pris en compte pour les prestations et affections incluses dans le panier de soins de base. Par ailleurs, les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les autres affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. Enfin, il est à signaler que pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur, excepté l'État, est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un délai de 12 mois, les polices d'assurance souscrites au profit de ses employés et d'engager le paiement des primes. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des membres de la cellule technique du comité d'agrément des zones économiques spéciales, puis mesures et procédures de réduction des risques de catastrophes, d'urgence sanitaire et de protection civile. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 8e rencontre des points focaux de développement durable de la francophonie,
du 26 au 28 juin 2023, du concert La Saga des Agodjiers, avec la participation de la vedette de renommée internationale Angélique Kidjo, le 4 août 2023, à l'occasion des manifestations officielles du 1er août. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, M. Omar Gueye Ndiaye est nommé directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN sur proposition du conseil d'administration. On parle sport dans cette édition après le match qui a opposé les Guépards du Bénin aux Lions de la Teranga du Sénégal. Le samedi 17 juin dernier, le Bénin a enregistré 2 morts et plusieurs blessés. Si pour certains le match était objet de joie, elle laisse une note de tristesse et de douleur pour d'autres. Suite à ce drame, une délégation de la Fédération béninoise de football était au chevet des blessés. Suivez le message de la porte-parole de la délégation, des propos recueillis par l'ORTB. Une forte délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, représentant ici le président de la Fédération, M. de Chacus Mathurin, pour exprimer toute notre compassion aux blessés et surtout dire comment nous sommes fiers du personnel soignant qui, depuis l'avènement de cet incident, n'a aménagé aucun effort pour être aux côtés, pour la prise en charge justement des personnes, surtout des blessés. Je profite de l'occasion pour dire au nom du président Mathurin de Chacus et de tout son comité exécutif nos justes condoléances aux familles éplorées, puisque dans cet incident, nous déplorons 2 pertes en vies humaines. Nous disons à tout le peuple béninois, au nom des 2 citoyens que nous avons perdus, nous disons nos justes condoléances. Et à ceux qui sont en soins, aussi bien à Ménotin et au CNHU, nous nous organisons pour les accompagner et soutenir les familles. Nous demandons à tous les supporters dont l'équipe nationale a besoin et qui sont des pleins acteurs du football dans notre pays, nous leur demandons de la patience aux abords de nos stades. Nous leur demandons une aide, une meilleure organisation en leur sein. Des experts de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie se sont réunis à Cotonou et ont pris des résolutions afin de formaliser et rendre opérationnels les dispositifs nationaux d'évaluation des systèmes éducatifs. Suivons ensemble. L'année 2030 est l'échéance pour l'atteinte de l'ODD 4 qui vise à assurer une éducation de qualité à tous. Dans moins de 7 ans donc, chaque pays devra faire un bilan concernant cet indicateur. Les États membres de la Confémène, entendez Conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, veulent définir un cadre commun d'action après les résultats des évaluations PASEC 2014 et PASEC 2019. Nos travaux actuels doivent permettre d'aller au-delà en fournissant aux ministres des informations utiles pour relever ces défis, tout en tenant compte des mutations nouvelles qui s'imposent au monde contemporain, notamment après la pandémie de la Covid et dans le contexte de crise. Il s'agira pour les participants mandatés, ici présents, de conduire la réflexion dans le sens de la réparation des injustices du passé, puis du renforcement de la capacité de nos États à agir ensemble en parfaite harmonie en vue de l'émergence d'un avenir durable et plus juste. Cette rencontre des experts constitue le premier volet de la deuxième réunion des décideurs de la Confémène. L'AFD soutiendra à nouveau en 2023 le PASEC avec la mise en place d'un nouveau financement en vue de la réalisation de cette évaluation de 2024. Reste maintenant la question déterminante de l'appropriation des résultats ainsi que leur exploitation par les États. Et la Suisse est heureuse d'accompagner cet événement. L'UNESCO est prête à poursuivre cette collaboration. En 2030, nous voulons pouvoir dire avec fierté que nous avons travaillé ensemble pour accorder à chaque enfant un droit humain fondamental, le droit d'apprendre. Les assises se déroulent du 20 au 21 juin 2023.
Les résultats des travaux seront soumis pour validation à la table ronde ministérielle de la Confémène. Le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau et les autres membres ont donné face à la presse ce jeudi la position du parti suite à cette question relative aux activités parlementaires. Il s'agit entre autres de la question relative à la tentative d'abus de droit par l'une des groupes minoritaires, les débats d'orientation et le contrôle de l'action gouvernementale. Le parti réaffirme ses engagements à défendre l'intérêt de mandat. Suivez un extrait de la déclaration lue par le président du groupe parlementaire, élément réalisé par Etelebena. Cette première session ordinaire de notre mandature a été marquée par la persistance des propos et comportements peu vertueux des députés de l'un des partis de l'opposition que notre peuple a bien voulu envoyer à l'Assemblée nationale. Notre peuple, en votant pour ce parti, espérait que ceux qu'il aura envoyés à l'Assemblée nationale viendraient s'occuper de ses intérêts concrets au quotidien et non de leur autopromotion individuelle à travers des postures de pure fantaisie. À quoi mène l'attitude de ceux qui ne se mettent pas à jour par rapport à la connaissance des tests, parfois en vigueur depuis plusieurs décennies, et qui s'introduisent dans les débats avec tonitruance et des propos inutilement excessifs? Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau condamne fermement ce comportement contre-productif. Nous croyons en une démocratie pluraliste, fondée sur l'état de droit et la bonne gouvernance, où l'opposition jouit des droits les plus étendus de la minorité. Dans ces conditions, nous invitons l'opposition qui constitue l'un des groupes parlementaires minoritaires de l'Assemblée nationale à améliorer ses approches. Le groupe parlementaire salue le déroulement du débat d'orientation budgétaire couvrant le programme triennal 2023-2026 et le budget exercice 2024. Nous souhaitons que les cohérences retrouvées à travers les documents de programmation soient opérationnalisées à travers le prochain projet de budget et dans l'exécution des 10 budgets au service des espoirs de nos citoyens. Le gouvernement en place est notre gouvernement. Nous assumons aussi bien ses forces que ses faiblesses. Nous le soutenons sans condition. Cela ne nous empêche pas de l'obliger à venir rendre compte de ses actions, à nous-mêmes et à nos populations. La redevabilité constitue un principe majeur de la bonne gouvernance. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau mettra un point d'honneur à contribuer à l'exercice de l'une des fonctions essentielles de tout Parlement, celui du contrôle de l'action gouvernementale. En tant que vos représentants, nous sommes à l'écoute des expressions de toutes vos satisfactions, de vos encouragements. Nous restons encore davantage à l'écoute de tout ce que vous vivez d'anormal, d'illégal, d'inhumain, de tous les abus que vous vivez, mais aussi de toutes ces choses que vous ne comprenez pas. Le contrôle de l'action gouvernementale constitue pour nous un moyen pour porter votre voix, pour que vos voix aillent le plus loin que possible et qu'il en suive des effets. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a pris fin après 4 mois d'examen de dossiers. Les conseillers avec le président Rémi Prosper Moretti ont fait le point. Des précisions avec le RTV. Fin de la première session ordinaire de l'année 2023 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Au cours de cette session, plusieurs activités ont été menées et des décisions sont prises dans différents domaines. Tout au long de cette session, les conseillers ont examiné 15 rapports, mené plusieurs activités et pris 17 décisions dans les domaines ci-après. La régulation des médias, l'organisation de la 10e Assemblée générale des régulateurs de la plateforme de l'UEMOA et de la Guinée, des activités liées à la réforme dans le secteur des médias au Bénin, activités liées à l'élection des professionnels des médias pour siéger au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, activités liées aux actions de la visibilité de la HAC, activités liées à la coopération régionale et internationale. Les conventions signées avec Isocel et Mouv'
ont également marqué cette cérémonie. L'objectif est d'élargir le champ de coopération de la RAC. Par ces conventions, ces deux sociétés distribueront des contenus audiovisuels à leurs abonnés. Merci pour la confiance que vous nous faites, qui est le gage d'un partenariat mutuellement avantageux. Que dire de ces projets de convention adressés à 45 promoteurs de médias en ligne sur les 59 qui ont été sélectionnés et qui verront dans les tout prochains jours la signature de leur convention. Également en vue, la validation du projet de réforme souhaité par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du monde des médias. Dans le but de lutter contre la cybercriminalité, un café sociologique a été organisé le week-end écoulé. Ceci dans l'objectif de mieux cerner les contours de ce mal et proposer des solutions pour une lutte efficace. Le compte-rendu de la séance avec la rédaction de E-Télé Bénin. Cybercriminalité, une logique de vie, une crise de société. C'est le thème central qui réunit ces hommes et femmes à se creuser de réflexions scientifiques. À l'entame des travaux, président de l'amicale des sociologues anthropologues promotion 1998 et autres, Ameza, a expliqué les raisons qui justifient l'organisation de ce café sociologique et le choix du thème. Nous avons voulu voir quelles sont les définitions, quels sont les relents du concept de la cybercriminalité et puis après, quels sont ces développements et surtout quelles propositions nous pouvons faire en tant que spécialistes des questions sociales de notre pays. Il y a un gros travail de sensibilisation et d'éducation qu'il faut faire au niveau de la communauté. Les cybercriminels de tout genre, ils proviennent d'abord d'une famille, donc ils ont des acteurs qui les entourent, qui sont un père, une mère ou un frère et une sœur. Donc, nous insistons sur la question de l'éducation familiale. Pour le professeur Kakaï, la cybercriminalité est un phénomène à la fois urbaine, rurale et religieuse. Il interpelle le rôle des acteurs étatiques. C'est un concept polysémique difficile à saisir qui présente également plusieurs facettes. On peut supposer que la cybercriminalité est une logique religieuse, est une forme de religion à partir du moment où c'est une pratique, c'est un rite partagé par tous les acteurs de la société. C'est pas seulement en ville qu'on retrouve des cybercriminels, même dans nos villages, même dans les régions les plus reculées, vous avez de tels comportements qui se passent. Cela interpelle aujourd'hui le rôle de l'État, parce que c'est quand même un fait que nous avons laissé perdurer au Bénin. Le représentant de l'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, a également présenté les statistiques enregistrées au titre de l'année 2023 du mois de janvier à juin. De janvier à juin 2023, nous avons déjà enregistré 1518 plaintes liées à la cybercriminalité. Nous avons interpellé 623 personnes, dont 39 femmes. Le préjudice causé de janvier à juin s'élève à 741 389 750 francs. Nous avons pu saisir des numéraires au cours de nos enquêtes. Ces numéraires s'élèvent à 89 697 000. Le nombre de véhicules saisis s'élève à 34, dont beaucoup de véhicules haut de gamme. Le nombre de motos s'élève à 57. Les participants ont donné leur avis sur le sujet et certains d'entre eux ont présenté des préoccupations et proposé des solutions. Le président de l'amicale des sociologues anthropologues a remercié tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la réussite de l'événement qui a pris fin par une photo de famille. L'actualité au Nigeria a été marquée ces derniers jours par une série de limogeages. Le nouveau président nigérien Bola Tinubu imprime ainsi sa marque, signe de rupture avec la gouvernance de son prédécesseur ou volonté de placer ses hommes de confiance. Analyse et décryptage dans ce dossier signé le RTB. 29 mai 2023, Bola Ahmed Tinubu prête ses mains au palais d'Aso Rock, succédant ainsi au général Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Premier acte fort, la suppression de la subvention sur le carburant. Une promesse électorale très tôt tenue avec un chapelet de conséquences pour les pays limitrophes. Le 11 juin dernier, Godwin Emefiele,
gouverneur de la Banque centrale et proche de l'ancien président, est limogé. S'ensuit aussi le limogeage de Abdul Rachid Bawa, le chef de la commission de lutte contre la corruption. Et pour couronner le tout, tous les responsables militaires du pays et le patron des douanes sont déchargés de leurs fonctions. Bola Tinubu, on sait que c'est quelqu'un qui est très attaché aux réformes. D'abord très attaché à la démocratie. Il en a payé le plus fort prisonnier sous le régime Abacha. Il a fait l'exil, une partie au Bénin et une partie aux États-Unis. Ce qui a marqué ces 2 mandats à la tête de l'État de Lagos, c'est les réformes. Je crois qu'il est resté dans cette peau, dans cette coquille. Et quand moi j'observe ses premières décisions, c'est qu'il a envie de changer un peu le visage du Nigeria. Vous savez, le Nigeria, c'est un géant, mais tout le système est corrompu et c'est connu depuis des années. Aucun président n'a eu le courage de s'attaquer réellement à la corruption au Nigeria. Et chacun essaie de faire semblant. Ils ont une institution qui s'occupe de la lutte contre la corruption, mais qui ne fait pas grand-chose. Et donc, lui, il est venu avec une approche totalement nouvelle pour permettre à ce pays de rester une économie compétitive, de rester toujours la première économie de l'Afrique. Est-ce qu'il s'agissait effectivement de marquer une rupture avec le régime précédent de Muhammadu Buhari? Je pense qu'il faut en douter, étant donné que l'homme est connu comme étant un des piliers du système. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle d'ailleurs le parrain, c'est-à-dire que c'est lui qui était la passerelle, le passage obligé vers certaines nominations, vers certains postes. Est-ce que la logique principale, c'est de placer ces hommes et d'asseoir son leadership finalement? Alors, il y a certainement des rivalités également qui sont en compte. Est-ce qu'il s'agit de règlement de compte? C'est pas quelque chose qui est à écarter. Est-ce qu'il s'agit également d'apaiser la société civile qui avait demandé des gages pour restaurer la confiance, notamment concernant la question sécuritaire? On a plus l'impression qu'il s'agit d'apaiser finalement. Certainement qu'il s'agit d'une mesure de surface pour se rassurer, pour placer ces hommes à la tête du pays. À 71 ans, l'ancien gouverneur de Lagos hérite d'une situation économique et sécuritaire très dégradée. Se dresse donc face à sa gouvernance de nombreux défis. Ça n'est pas un militaire. Muhammadu Buhari, son prédécesseur, était un militaire. Donc la nécessité peut-être aussi de rassurer son pouvoir, de l'affermir et son leadership également. C'est principalement, à mon avis, ce qui guide le président nigérian. Est-ce qu'il s'agit de mesures populistes? Si c'était quelqu'un de populiste, je ne pense pas que dès son investiture, il aurait annoncé comme ça la suppression de la subvention fédérale des prix du carburant. Est-ce qu'il s'agit également pour le président nigérian, effectivement, de lutter plus efficacement contre la corruption? Il est possible également d'en douter, étant donné que lui-même a été éclaboussé par le passé par plusieurs scandales et que, qu'il le veuille ou non, c'est quand même quelqu'un qui est un des gardiens du système aujourd'hui. Bola Tinubu est venu au pouvoir avec l'avantage qu'il connaissait déjà le système. Et on l'appelait parrain. Je crois qu'il est toujours resté sénateur jusqu'à ce jour. Et donc, il est venu avec des recettes. Il sait à quoi s'attaquer déjà et il s'est mis à l'œuvre. Une autre décision de Tinubu, bientôt traduite en actes. La dissolution de 146 agences parapubliques et institutions. Les réformes qu'il est en train de faire, si les gens suivent, et ça aussi c'est un autre débat, il faut que les gens de son parti suivent, il faut que ceux qui sont pour de responsabilité puissent l'accompagner dans ça, pour que tout cela prospère. Si les seuls à faire le combat, ça va être très difficile pour lui. Est-ce qu'il ne va pas trop loin? C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller sur le front, quitte à créer une fronde sociale. L'ancien sénateur et faiseur de roi est aux commandes et entend imprimer une nouvelle dynamique à la gestion des affaires publiques. Seuls les résultats pourront lui donner raison. Le nouveau marché des arts de Cotonou abrite depuis quelques semaines des artisans et commerçants. Un nouveau marché qui apporte sans doute une plus-value à l'économie béninoise. À ce propos, je vous invite à suivre ce dossier économique réalisé par la télévision nationale. Accessoires de mode, objets décoratifs, tableaux et bien d'autres. Autant d'objets d'art ici exposés suscitent intérêt et curiosité. Sur ce site, les artisans et revendeurs précédemment installés au centre de promotion de l'artisanat sont relogés depuis quelques mois. Un changement qui pour eux comporte des avantages certains. Lorsqu'on était à CPA, nous là, nous sommes derrière, ma boutique est derrière. Donc nous, on ne trouve pas les clients pour vendre. Dès notre installation, des curieux venaient pour s'enquérir de nos activités. Ils découvrent ainsi les articles que nous exposons.
valeurs. Ils étaient confinés dans un cadre où il fallait nécessairement aller à l'intérieur pour voir ce qui se faisait. Aujourd'hui, ils sont dans une position beaucoup plus visible. En dehors de la visibilité, le relogement de ces artisans et revendeurs d'objets d'art apporte également la sécurité. Gracia, la fille d'une revendeuse d'objets d'art, se réjouit de la création du marché des arts pour avoir assisté à une mésaventure de sa mère sur l'ancien site. Les bandits sont venus s'accroupir devant sa boutique pour dire qu'ils veulent prendre de l'argent pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont dit maman a dit qu'ils n'ont pas fait de travail, donc ils n'ont qu'à partir. Ici, il y a beaucoup de sécurité. Il y a des chiens qui surveillent la boutique pour tout le monde. L'idée d'installer un nouveau marché des arts sur un site plus visible attirera certainement des touristes, ce qui apportera une plus-value à l'économie nationale. Au Bénin, très peu de Béninois achètent des produits artisanaux. Très peu de Béninois savent ce que c'est. Et donc, ce sont les étrangers, les visiteurs qui vont là et qui s'approvisionnent. Donc, c'est en termes de devises que l'État pourra tirer le maximum. Et donc, s'il y a plus de touristes et plus de visiteurs, certainement, il doit y avoir plus d'achats et plus d'investissements. Donc, l'État pourra tirer le maximum. Et si la création d'un nouveau marché des arts réjouit plus d'un, les travaux de finition sont encore en cours. Les artisans n'hésitent pas à faire des doléances dans ce sens. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a que la chaleur. C'est la chaleur qui nous dérange énormément. Si l'État peut nous aider à trouver une solution, ça peut aller. Nous aimerions avoir des hangars en attendant que les arbres qui seront plantés ne poussent convenablement. Nous pourrons ainsi avoir de la fraîcheur. Le relogement des artisans sur le site du nouveau marché des arts découle de l'ambition du gouvernement de donner un nouveau visage au centre de promotion de l'artisanat. Dans le domaine du cinéma, il existe plusieurs genres cinématographiques. L'un d'eux, la série bouclée, fait l'objet du magazine. La série bouclée, qu'est-ce que c'est? Élément de réponse dans ce reportage. Baobab, Taxi Brousse, Aviti Pamba, 3 films et téléfilms béninois qui ont une particularité commune. Ce sont des séries bouclées, un spécial genre cinématographique. Mais d'abord, que peut-on entendre par cinéma, le 7e art? Le 7e art, c'est un puissant moyen de communication, puisque ça fait rêver. Un bon film, c'est un film, quand tu regardes, tu as envie de voir la suite. Ça va terminer comment? On se pose cette question jusqu'à la fin. Donc, l'esprit est attentionné sur ça. Au cinéma, une série bouclée, qu'est-ce que c'est? Une série télévisée, c'est une œuvre télévisuelle en plusieurs parties, généralement appelées des épisodes. Ces épisodes sont généralement équivalents en termes de durée. Il y a les séries à intrigue feuilletonnante où c'est lié, c'est-à-dire il faut d'abord suivre l'épisode 1 avant de pouvoir comprendre l'épisode 2, ainsi de suite. Mais quand on parle de séries bouclées, c'est que ces épisodes-là sont indépendants, on peut les suivre indépendamment l'un de l'autre. Les séries à intrigue bouclée, l'histoire est racontée, mais dans l'épisode 2, c'est toujours les mêmes personnages. Il y a toujours une liaison entre les personnages, mais l'histoire n'est pas forcément liée à la précédente qu'on vient de suivre peut-être dans l'épisode précédent. Vous êtes réalisateur. Quelles sont les séries bouclées que vous avez déjà à votre actif? On peut déjà parler de Aviti Pamba, un ensemble de films, mais en plusieurs épisodes. On peut suivre les épisodes indépendamment l'un de l'autre et comprendre l'histoire sans gêne. C'est un exemple palpable de série bouclée. C'est un film qui parle des États-Unis d'Afrique et qui met la femme à la tête des États-Unis d'Afrique, déjà pour rendre hommage à la femme. Et aussi c'est dans un contexte purement action qui est complètement différent de ce que nous voyons souvent au Bénin, c'est même ce qui l'a popularisé. L'histoire est simple,
Ce sont des terroristes, voilà, qui ont voulu prendre en otage des enfants d'autorité, mais la cellule Aviti Bamba, qui est une cellule bien rodée, a pu déjouer ces attaques-là et a ramené la paix dans les États-Unis d'Afrique. Certains cinéphiles béninois disent que ce genre n'existe pas au Bénin. Qu'en est-il réellement? Je suis la preuve vivante, mon œuvre est la preuve vivante qu'il y a des séries bouclées. Donc peut-être que ces cinéphiles-là ne se sont pas documentés, voilà. Ce genre cinématographique a-t-il un avenir chez nous? Tout le monde a vu comment Aviti Bamba a été accueilli. Les gens ne savent pas peut-être que Aviti Bamba c'est une série bouclée. Voilà, ils ne savent pas peut-être, mais ça l'est. Et puis, ça a été très bien accepté par le public béninois. Beaucoup de personnes veulent et demandent même une suite actuellement, c'est-à-dire la 5e partie de la série. Et moi, je pense que ça a de l'avenir. Avec des effets spéciaux à la clé, Aviti Bamba, série bouclée, vient davantage déboucher ce genre pour un chemin béninois vers Hollywood, pour un Hollywood. Stop. Religion pour finir, la fête du sacrifice communément appelée Aïd el-Kabir ou la Tabaski sera célébrée le mercredi 28 juin prochain. En prélude à cette fête, une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est rapprochée de Fatiou Tidjani, imam de la mosquée centrale de Mondo Commun, qui expose ici la portée ainsi que la signification de cette fête islamique. Suivez. En islam, Dieu a décrété pour nous 2 fêtes importantes, à savoir la fête de Eid el-Fitr, qu'on connaît sous le nom de la fête de Ramadan. Et la deuxième fête, c'est la fête de la Tabaski, qu'on connaît sous le nom de Eid al-Adha. Ces 2 fêtes sont liées à des actes d'adoration. Cette fête-ci dont nous parlons, qui est la fête de la Tabaski, est liée aussi à l'un des piliers de l'islam, qui est le 5e pilier, qu'on appelle le pilier du pèlerinage, le Hajj, le fait de voyager sur la Mecque rien que pour l'adoration d'Allah. Alors, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui est le 12e mois de l'année lunaire, le dernier mois de l'année lunaire, c'est au cours de ces 10 jours-là que se passent les œuvres du pèlerinage. C'est vrai qu'il y a des actes qui commencent avant, mais tout est concentré au niveau de ces 10 jours. Et précisément le 9e jour, qui est le jour de Arafat. Alors, si les musulmans doivent fêter la Tabaski, c'est juste après que les pèlerins aient accompli leur mission totalement comme cela se doit à la Mecque, le 9e jour qui est le jour de Arafat, et le 10e jour, nous fêtons la Tabaski. Donc, c'est une fête qui est liée au 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, et qui nous permet de commémorer aussi la promesse d'Abraham qu'il a eu à faire à son Seigneur, soi-disant que Dieu lui donne d'enfants. Il a réclamé d'enfants à Dieu, malgré son âge, Dieu lui a accordé l'enfant, alors qu'il avait promis que lorsque Dieu va lui donner cet enfant, il va prendre cet enfant pour l'adorer encore et pour se rapprocher de lui. Les jours passant, Abraham a eu le temps d'oublier sa promesse comme tout être humain. Alors Dieu le lui a rappelé à travers des songes. Mais lorsque il s'est rappelé à travers les songes, il a appelé son fils et lui a dit: mon fils, je viens de voir telle chose en songe et c'est une promesse que j'avais eu à faire à mon Seigneur par rapport à toi. Alors son fils lui dit: il n'y a pas de problème, accomplis la volonté de ton Seigneur. Par la grâce de Dieu, je serai parmi les endurants, je serai parmi les patients. Alors son fils l'a encouragé à honorer sa promesse qu'il a eu à faire à Dieu. Le jour J,
quand il a décidé d'honorer cette promesse, il a voulu immoler son fils pour Dieu, comme il l'a promis. Il a voulu envoyer le fils vers son Seigneur, le retourner à son Seigneur comme cela a été promis. Et Dieu, qui aime ceux-là qui honorent les promesses, le lui a remplacé par une bête blanche qu'il a immolée à la place de son fils. Ceci pour le remercier pour son courage et pour avoir eu l'intention de tenir sa promesse. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur EZAE TV.